Donc, on reprend. Donc, on a une polypose colique qui va exposer le patient au risque de cancer du côlon, ainsi que le goitre diffus qui peut être diffus ou nodulaire et qui dit nodularisation dit risque de cancérisation. Le bilan hormonal, ça va être le dosage de la GH de base et rappelez-vous qu'on ne peut pas se contenter du dosage de la GH de base puisqu'elle a une sécrétion pulsatile. Donc, pour diagnostiquer l'acromégalie, donc, le diagnostic de l'acromégalie va mettre en évidence l'hypersécrétion non freinable de la GH. Donc, GH élevé associé à une IGF-1 élevé, le diagnostic d'hypersécrétion de GH est confirmé. GH élevé, IGF-1 normal ou GH normal, IGF-1 élevé, on doit s'assurer qu'il y a une hypersécrétion. On passera donc normalement au cycle donc de GH, donc dosage de la GH à 4 heures de temps par pendant les 24 heures. Donc, GH élevé, IGF-1 élevé, le diagnostic d'acromégalie est assuré. GH élevé, IGF-1 normal ou IGF élevé, GH normal, on doit s'assurer qu'il s'agit d'une hypersécrétion non freinable. On fera un cycle de GH sur les 24 heures, donc chaque 4 heures, un prélèvement pour GH, et on passera à l'HGPO. Donc, l'HGPO est utilisé pour objectiver la non-freination de la sécrétion de GH. Donc, hyperglycémie provoquée par voie orale, si le nadir de la GH reste supérieur à 0,4 nanogrammes par litre, ça veut dire que la sécrétion n'est pas freinable et le diagnostic d'acromégalie est confirmé. On complétera par l'hypophysogramme de base, d'accord, et on aura recours à l'imagerie. Donc, auparavant, la radiographie de face et de profil à la recherche du bec acromégaloïde sur la radio de profil. Actuellement, l'IRM cérébral va mettre en évidence l'adénome hypophysaire, préciser sa taille, est-ce qu'il s'agit d'un micro ou d'un macro-adénome, est-ce qu'il s'étend en dehors de la selle turcique, donc les extensions et les limites de cet adénome hypophysaire pour décider de la chirurgie. Le traitement chirurgical est de première intention. L'adénome somatotrope doit être traité par chirurgie, on doit faire une exérèse par voie transphénoïdale. La radiothérapie peut être utilisée en complément à une chirurgie qui n'est pas faite ou bien une chirurgie incomplète. Donc, le traitement médical va être utilisé. Donc, le traitement médical va être utilisé en préparation à la chirurgie pour diminuer le taux de GH et éventuellement diminuer la taille de l'adénome, si contre-indication à la chirurgie ou à la radiothérapie, ou bien si la tumeur est très invasive pour compléter la chirurgie. Parfois, la chirurgie est incomplète et on est obligé de mettre le patient sous traitement médical pratiquement à vie. D'accord? Donc, les agonistes dopaminergiques type agoniste L-Dopa, donc bromocriptine et kibargoline, peuvent être utilisés pour diminuer la taille de l'adénome. Ils vont être utilisés s'il y a une hyperprolactinémie, surtout tumorale, associée. Et puis, on va avoir les analogues de la somatostatine et les antagonistes de la GH. Les analogues de la somatostatine étant une hormone sécrétée par le pancréas qui va inhiber la sécrétion de la GH. On va utiliser ces analogues, l'octréotide, sandostatine ou bien le lonréotide, la somatuline. Ce sont des injections qui doivent être faites en intramusculaire, généralement à libération prolongée chaque 15 jours, voire chaque 1 mois. Et selon le taux d'IGF-1, si on arrive à le contrôler, on se maintient une injection par mois. Sinon, ce sera une injection chaque 15 jours. Et puis, on a les antagonistes de la GH, c'est-à-dire
ce sont des substances qui vont bloquer les récepteurs périphériques à l'AGH, donc il n'y aura plus de production d'IGF-1 et l'effet de l'AGH va diminuer. Le Pegvisomant, c'est des injections à libération prolongée toujours qui n'existent pas chez nous en Algérie. L'efficacité du traitement va être jugée sur la normalisation du taux d'IGF-1. Si le taux d'IGF-1 se normalise, ça veut dire que votre patient a normalisé son taux de GH. Autre chose, on doit toujours traiter les comorbidités. Si votre patient présente une HTA ou un diabète sucré secondaire à son acromégalie, vous n'allez pas le laisser sans traitement jusqu'à normalisation de sa GH. Donc, vous allez traiter son diabète sucré, son HTA, son insuffisance cardiaque, parallèlement donc au traitement de l'acromégalie. Et il faut savoir que le syndrome acromégaloïde dysmorphique est irréversible. Donc, une fois installé, ça ne se régresse pas, donc le patient vivra avec. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire le diagnostic d'un adénome hypophysaire avant l'installation du syndrome dysmorphique qui, on juge qu'il s'installe généralement 4 à 10 ans en moyenne après le début de l'élévation de la GH. Pensez à une acromégalie débutante si vous êtes devant un diabète sucré difficile à équilibrer ou bien une HTA difficile à équilibrer. L'adénome corticotrope, donc c'est une hypersécrétion d'ACTH entraînant une hypersécrétion de cortisol. On vient de Pour l'adénome corticotrope, donc ça va nous donner un tableau d'insuffisance de cortisol par déficit en ACTH. Un tableau d'hypersécrétion de cortisol par excès de sécrétion d'ACTH. Donc c'est la maladie de Cushing, syndrome de Cushing ACTH dépendant. Ça va me donner donc le morphotype cushingoïde avec donc le visage arrondi, avec érythrose des pommettes, hypertrophie des boules de Bichat, comblement des creux claviculaires, la bosse de bison, l'obésité androïde contrastant avec l'amyotrophie proximale des membres supérieurs et inférieurs, la fragilité capillaire, retard à la cicatrisation des ecchymoses spontanées ou secondaires au moindre traumatisme avec des vergetures larges, pourpres, donc siégeant au niveau para-ombilical, au niveau mammaire, axillal et la racine des membres. On va avoir donc des troubles gonadiques par frénation de l'axe gonadotrope par l'excès de cortisol, donc des troubles de la menstruation chez la femme allant jusqu'à l'aménorrhée, des troubles de la libido et de la fertilité chez la femme et chez l'homme. On peut avoir une hypertension artérielle, on peut avoir un diabète sucré, on va avoir une immunodépression avec des infections à répétition et on pourra avoir une ostéoporose par effet du cortisol et par frénation de l'axe gonadotrope. Et on avait dit dans le syndrome de Cushing que les adénomes corticotropes, il s'agissait souvent donc de micro-adénomes. On va avoir une tendance à l'hypokaliémie et on a vu dans le cours que l'hypokaliémie se voyait surtout quand l'hypercorticisme est dû à un corticosurrénalome. Donc dans la maladie de Cushing, l'hypokaliémie est rare. On peut avoir une hyperleucocytose, une hypercalciurie, donc avec une cortisol. Donc on aura une cortisolémie élevée, non freinée, donc rupture du cycle nictéméral au cycle du cortisol, cortisol libre urinaire plus de 4 fois la normale, et on va avoir un test de freinage minute qui est négatif, un test de freinage faible qui est négatif, avec une ACTH élevée, la visualisation donc de l'adénome à l'imagerie. Et si l'adénome n'est pas visualisé, on avait dit qu'on procédait au test de freinage fort qui va être positif, c'est-à-dire que la CTH sera freinée au test de freinage fort dans la majorité des cas. L'adénome thyriotrope, donc c'est un type d'adénome qui est très rarissime. Il constitue moins de 1% des adénomes hypophysaires. Sur le plan clinique, on peut avoir un syndrome tumoral s'il s'agit d'un macroadénome avec des signes d'hyperthyroïdie. Donc, les signes cliniques d'hyperthyroïdie qu'on va voir dans le cours, donc on va avoir l'amaigrissement, les palpitations, la tachycardie permanente, tendance à la diarrhée, on peut avoir de l'HTA, on peut avoir de l'intolérance au glucose. Le diagnostic qui va nous orienter devant un tableau d'hyperthyroïdie vers l'origine hypophysaire,
c'est que le taux d'FT4 et FT3 sera élevé avec un taux de TSH qui est normal au début ou bien élevé. Donc, une TSH qui n'est pas freinée devant un taux d'FT4 élevé est en faveur d'un adénome thyriotrope. D'accord? Les tests de stimulation de freinage vont être négatifs. On n'en parle plus puisque là, dès qu'on a un bilan biologique en faveur d'une hyperthyroïdie centrale FT3, FT4 élevé, TSH élevé ou bien normal, donc elle n'est pas freinée, on va procéder à l'imagerie qui va mettre en évidence l'adénome thyriotrope. Le traitement va se faire par les analogues de la somatostatine pour stabiliser un petit peu l'hypersécrétion de la TSH et la chirurgie pour l'énucléation de l'adénome. Généralement, les chirurgies hypophysaires se font par voie transphénoïdale actuellement. On termine par l'adénome gonadotrope, c'est-à-dire le tableau d'hypersécrétion gonadotrope. Là, les adénomes gonadotropes sont plus fréquents chez la femme que chez l'homme. Il s'agit souvent de macroadénomes, donc on va avoir un syndrome tumoral. Avant la ménopause chez la femme, on va avoir un syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Très rarement, il s'agit souvent d'aménorrhée. Je vais vous expliquer pourquoi. Chez l'homme, ça va être un hypogonadisme avec un syndrome de stimulation testiculaire. Les adénomes gonadotropes sont souvent donc des macroadénomes. En dehors du fait que ce soit des macroadénomes, ce sont des adénomes qui vont se développer aux dépens des cellules gonadotropes, donc ils vont sécréter de la FSH-LH. Il faut savoir que ces adénomes vont sécréter la sous-unité alpha de la FSH. Si vous revoyez votre biochimie, votre physiologie, vous allez voir que la FSH-LH, ce sont des hormones polypeptidiques constituées généralement de deux chaînes, alpha et bêta. Donc, l'adénome gonadotrope va sécréter de la sous-unité alpha de la FSH. Cette sous-unité alpha de la FSH fait en sorte que le taux de FSH-LH circulant augmente, ce qui fait donc quand on fait le dosage de prélèvement sanguin, on va avoir une FSH-LH qui est augmentée, alors que cette sous-unité alpha n'est pas donc ne peut pas stimuler la sécrétion gonadique. Donc, il n'y a pas d'action sur les gonades. Et quand il n'y a pas d'action sur des gonades, on va avoir une baisse des hormones stéroïdes périphériques. Cette baisse va aller au niveau de l'hypophyse pour stimuler la sécrétion de la FSH-LH. Il n'y aura pas de stimulation puisque l'adénome est en train de sécréter de la sous-unité alpha, ce qui va mettre au repos les cellules gonadotropes de l'hypophyse saine si elles ne sont pas comprimées. Donc, sur le plan biologique, on va avoir un tableau de FSH-LH circulant qui est augmenté, alors qu'il ne s'agit uniquement que de la sous-unité alpha qui n'aura pas d'action périphérique dans la plupart du temps. C'est pour ça qu'on va avoir une aménorrhée, un hypogonadisme la plupart du temps. Au début, on peut avoir un syndrome d'hyperstimulation gonadique ovarienne et testiculaire qui passe inaperçu parce que très rapidement s'installe donc l'aménorrhée et l'hypogonadisme. C'est l'IRM qui va poser le diagnostic. Donc, généralement, c'est un macroadénome la plupart du temps. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup plus une freination, un hypogonadisme, une aménorrhée chez la femme par freination, par compression des cellules gonadotropes saines par ce macroadénome qui est enclos. Et on va avoir donc des troubles visuels associés parce qu'il s'agit d'un macroadénome. Le traitement, ça va être la chirurgie, la radiothérapie. Les médicaments ne sont pas très efficaces puisqu'il n'y a pas d'hyperstimulation, donc on ne va pas essayer de freiner. Généralement, gardez une règle, les macroadénomes hypophysaires, généralement, on fait ce qu'on appelle donc un traitement par l'ostinex pour diminuer la taille des adénomes. D'accord ? Associé à ce tableau d'hypersécrétion, on peut avoir un tableau d'insuffisance antéhypophysaire par compression des cellules hypophysaires saines par l'adénome hypophysaire. Donc, on va avoir un faciès pâle, un peu vieillot, avec des pigmentations des aréoles mammaires et des organes génitaux externes, une peau mince, froide, sèche, ride, fine au niveau des fronts et de la partie externe des orbites, une dépilation complète au niveau des aisselles et du pubis
par absence d'androgènes surrénaliens et gonadiques et des signes de déficit de chaque axe hypophysaire. Notez que ces signes que je viens de décrire, ce sont les signes de déficit gonadotrope qui s'installent en premier en général quand il a une insuffisance antéhypophysaire, en plus des autres signes spécifiques, donc du déficit corticotrope, thyriotrope, somatotrope et lactotrope associés. Bon, je reprends les questions, donc puisqu'on vient de terminer le cours, on m'avait posé une question tout à l'heure. Si vous pouvez me la reposer concernant le prolactinum, si je me souviens plus bien, je ne l'ai plus là écrite. J'ai répondu sur la question concernant la différence entre l'hyperprolactinémie donc de déconnexion et de persécrétion. Ah oui, pourquoi on a une hyperprolactinémie fonctionnelle, le mécanisme, c'est ça? S'il vous plaît, rappelez-moi la question concernant les hyperprolactinémies fonctionnelles. Quelle était la question exactement? Je vous ai expliqué, on peut avoir une hyperprolactinémie fonctionnelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut de sécrétion ou bien une levée du signal inhibiteur hypothalamique, mais surtout une réponse à une situation générale. Dans l'insuffisance rénale, donc il y a une prolongation de la demi-vie de la prolactine, ce qui fait qu'on peut avoir une hyperprolactinémie qui est souvent modérée. Dans l'hypothyroïdie, je vous ai expliqué, c'est dans l'hypothyroïdie périphérique où on a une anomalie de la sécrétion thyroïdienne par fatigabilité donc de la thyroïde, donc T3, T4, ça baisse, le signal part à l'hypophyse, l'hypothalamus va sécréter de la TRH pour que l'hypophyse sécrète plus de TSH pour essayer de stimuler la thyroïde. Là, la TRH à forte dose va stimuler et la TSH et la prolactine, puisqu'ils ont une analyse, donc une analogie structurale. Pour l'hyperprolactinémie de déconnexion et l'hyperprolactinémie de sécrétion, on a dit qu'on avait un seuil de 200 nanomoles par litre pour parler. Au-dessus de 200, c'est un taux plutôt tumoral. Au-dessous, c'est plutôt un taux en faveur d'une hyperprolactinémie de déconnexion ou hyperprolactinémie fonctionnelle. Donc, l'hyperprolactinémie de déconnexion, c'est une hyperprolactinémie qui n'est pas due à une hypersécrétion dans le sens tumoral, c'est dû à la levée du signal inhibiteur de l'hypothalamus. Rappelez-vous, la prolactine est la seule hormone hypophysaire qui est inhibée par l'hypothalamus, contrairement aux autres hormones hypophysaires qui sont stimulées. Donc, si vous avez une interruption de l'arrivée du signal hypothalamique vers les cellules lactotropes, compression de la tige pituitaire, section de la tige pituitaire, tumeur au niveau de l'hypothalamus, vous allez avoir une levée de l'inhibition et les cellules lactotropes saines hypophysaires normales ne vont pas s'arrêter de sécréter la prolactine. D'accord? On fait une petite pause de 2 minutes pour que je puisse répondre au téléphone du service et on reprend le deuxième cours. D'accord? Répondez-moi par écrit, s'il vous plaît. On fait une petite pause de 2 minutes. Dès que je réactive le micro, on reprend. D'accord?
حبيت نرجستري قالك لازم هي قاعدة تدير تبدأ في كل جديد قاعدة تشد صديقه ويبدأوا أسمعهم بدأ شغل
الو وعليكم السلام. لاباس الحمد لله. الواحد هذاك الكلافيي هاني كتبت لها جو بخون تحبوها كي كما كي قلتي لي لا قلت لها جاني قلت لها اني ما ريزالفيتوش ليا قلت لها ما تظلمش. ولا ليكو راني عيطت جيت واحد ساعة يكون واجدين وينكم وينكم معليش بس نخلي معليش ما باليش عيطت عندي ود ربع ساعة قالوا لي دوك نوجدوهم ساعة يكونوا واجدين ماكسيموم ما باليش. نستنى دوك نعيط ونعاود. الو وين وصل؟ أنا بعثلك الميساج sur Facebook. Donc, on reprend le cours, s'il vous plaît, si vous êtes toujours là. On enchaîne avec l'hyperthyroïdie. S'il vous plaît, concernant le cours des goitres simples, il s'agit d'un cours tahfida. Donc, si vous avez des questions concernant les goitres, vous me les envoyez actuellement pour que je puisse répondre. D'accord? On ne va pas prendre beaucoup de temps avec les goitres simples. Il se peut que la séance prochaine, je la partage entre goitres simples et obésité. D'accord? Préparez vos questions. Donc, parenthèse fermée, on va aborder les hyperthyroïdies. Vous avez fait les explorations morphologiques de la thyroïde hier avec Dr Rothman, normalement. Répondez par écrit, s'il vous plaît. Donc, pour l'hyperthyroïdie, c'est l'ensemble de troubles liés à l'excès d'hormones thyroïdiennes. C'est une pathologie qui est assez fréquente, à prédominance féminine, touchant 5 à 10 femmes pour un homme. Donc, ça peut être dû soit à une hyperproduction d'hormones thyroïdiennes, généralement la maladie de Basedow ou bien le nodule thyroïdien, soit à une effraction des vésicules thyroïdiennes. Donc, hyperthyroïdie, signe clinique, la biologie, on a deux mécanismes, hypersécrétion d'hormones thyroïdiennes par pathologie auto-immune, la maladie de Basedow, ou bien d'origine tumorale, c'est des adénomes ou des goitres multinodulaires. Le deuxième mécanisme, c'est l'effraction des vésicules thyroïdiennes qu'on voit dans les thyroïdites et l'origine iatrogène. Le tableau clinique, donc, il faut vous rappeler de la sémiologie. Vous savez que les hormones thyroïdiennes interviennent dans le métabolisme de base, donc au niveau de tous les organes. Quand on a un excès d'hormones thyroïdiennes, on a trois signes cliniques qui sont associés, qui vont nous faire penser directement à l'hyperthyroïdie. On va avoir l'amaigrissement qui est majeur, fréquent, avec un appétit conservé, voire carrément une polyphagie. Donc, c'est les mêmes caractéristiques de l'amaigrissement
que dans le diabète sucré. On va avoir une asthénie constante mais qui n'est pas spécifique. On va avoir une thermophobie avec soif, sueur profuse et moiteur des pentes des mains. Et la tachycardie. La triade dont je vous parle, c'est l'amaigrissement, l'asthénie et la tachycardie. Cette tachycardie, elle est constante, permanente, ne cédant pas au repos, qui va être exagérée par l'effort et l'émotion, avec généralement un érythmisme vasculaire généralisé. Donc, on va trouver un pouls qui est ample, une base de cou qui est frémissante, un souffle fonctionnel qui témoigne donc d'un débit cardiaque augmenté. L'hypertension artérielle et systolique avec élargissement de la différentielle. On va avoir une faiblesse musculaire, donc il va définir l'asthénie, un tremblement fin des extrémités qui est très fin. Le tremblement fin des extrémités, soit il va être rapporté par le patient, donc se plaignant de ne plus pouvoir faire donc les activités de précision, il ne peut pas écrire, il va avoir une écriture tremblotante, et il ne peut pas mettre le fil à l'intérieur de l'aiguille, etc. Soit qu'on va l'objectiver en demandant au patient donc d'étendre ses deux mains, les paumes en main, et on pose une feuille au-dessus des deux mains et on va voir si la feuille commence à trembloter. Ça veut dire qu'il y a donc un tremblement enfin des extrémités. D'accord ? On peut avoir des troubles psychiques, de l'irritabilité, de la nervosité jusqu'à l'agitation. On peut parfois avoir une humeur labile, une émotivité, carrément une insomnie. Bien sûr, acquis, ça veut dire que c'est une personne qui est connue comme très calme, qui devient très nerveuse. On va avoir des troubles des menstruations chez la femme.